La Poste annonce qu'à partir de lundi prochain, les envois de colis vers les États-Unis, c'est terminé. Vous avez encore 3 jours pour envoyer des colis aux États-Unis si vous le souhaitez. Parce qu'à partir du 25 août, eh bien, la Poste, regardez ce communiqué, confirme qu'elle est contrainte, dit-elle, de suspendre temporairement les envois de colis vers les États-Unis. Et ce, dès le 25 août. Seuls les envois de cadeaux entre particuliers de moins de 100 $ seront maintenus. Pourquoi cette décision ? Eh bien, c'est une conséquence très concrète de la hausse des droits de douane américains décidée par Donald Trump. Décision américaine qui va donc tous directement, en tout cas quand on envoie des colis aux États-Unis, nous concerner aussi les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de colis, effectivement, qui sont envoyés par les entreprises. La Poste, il faut le savoir, Bertrand Galichet, envoie chaque année 1 600 000 colis par an, en moyenne, vers les États-Unis. 80%, c'est les entreprises, 20%, c'est les particuliers. Merci d'être revenu avec nous. Vous étiez il y a quelques instants sur notre plateau également. Jean-Gabriel Attali, merci d'être présent également. Vous êtes économiste, responsable du département finance à l'école d'ingénieurs de Courbevoie. Concrètement, est-ce que cette mesure est surprenante de la Poste ? Ça montre qu'une décision prise à Washington par le président américain, eh ben, ça nous impacte, nous, n'importe où en France. Oui, alors vous l'avez dit, hein, c'est quand même plutôt les entreprises à peu près 80%, et en plus ça ne concerne pas les colis qui représentent des envois de valeur inférieure à 100 $, me semble-t-il. Donc ça va pas impacter forcément tout le monde, mais enfin en tout cas les entreprises, oui, ça se comprend, hein, puisque ce sont des exportations, et c'est normal que ça soit taxé au même titre que tout le monde, et c'est normal que la Poste prenne ça en compte, hein, forcément. C'est une façon aussi de faire pression sur les États-Unis. Comment est-ce que vous percevez cela ? La France, d'ailleurs, je me permets de le préciser, la Poste française n'est pas la première et la seule en Europe à avoir pris cette décision. C'est bien ça ? Oui, mais bon, est-ce que c'est un moyen de faire pression ? Vous savez qu'il y a quand même de gros transporteurs américains, hein, donc qui peuvent tout à fait prendre le relais de la Poste. Hein, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment que la Poste ait vraiment les moyens de faire pression sur le gouvernement américain et encore moins sur Donald Trump. Hein, mais... En tout cas, c'est un impact direct, Bertrand Galichet. Ça montre que les relations internationales, c'est pas éloigné. Quand on en parle, des fois, on a l'impression que c'est très loin, que c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Pas du tout. On l'a vu au moment de la hausse des droits de douane de Donald Trump, le maintien justement de ces hausses des droits de douane, par exemple sur le vin. Ça va nous concerner, nous, à Paris, partout en France, sur les producteurs de vin ou sur certains Français, certaines entreprises qui devaient envoyer des colis par la Poste aux États-Unis. Ah oui, c'est extrêmement concret. D'ailleurs, les relations internationales, très souvent, ça a un impact sur nos vies quotidiennes. En ce qui concerne l'histoire de la Poste, en réalité, je crois que s'il y a cette suspension, en tout cas c'est ce que l'on en comprend pour l'instant, c'est aussi parce que les normes nouvelles qui ont été édictées par l'administration américaine ne sont pas encore applicables par la Poste française parce qu'elles sont un peu compliquées. Il faut arriver à les décrypter et il faut arriver à en tirer les conséquences pour la gestion du flux des colis. Alors, la bureaucratie américaine, vous savez, on critique souvent l'administration française, l'administration européenne. Il faut savoir que sur certains sujets, la bureaucratie américaine parfois n'est pas beaucoup plus simple et pas beaucoup plus facile à contourner ou à assimiler en tout cas. Isabelle Cisjean, vous êtes économiste, vous êtes professeur justement d'économie à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes membre aussi du laboratoire du centre d'économie de l'université de Paris-Nord. En tant qu'économiste, comment est-ce que vous décryptez cette nouvelle dont je vous le disais, à partir de lundi prochain, terminer les envois de colis vers les États-Unis par la Poste ? Alors c'est probablement temporaire, hein. C'est effectivement, comme le disait l'intervenant précédent, faute d'information. C'est-à-dire que pour l'instant, donc il y a une nouvelle législation qui s'applique, hein, qui est la levée d'une exemption qui était ce qu'on appelait l'exemption sur les minimis. C'est-à-dire que les petits colis n'étaient pas taxés. Et puis, au départ, pour faire face notamment aux entreprises de fast fashion chinoises, en particulier Shein et Temu, hein, les États-Unis ont décidé d'appliquer des droits de douane. Et puis, donc aux entreprises chinoises. Et puis finalement, ça a été pour tous les petits colis. Donc il y a une nouvelle réglementation. Donc les droits de douane sur les petits colis vont s'appliquer. Mais visiblement, les choses ne sont pas encore complètement calées du côté américain. C'est pas précis. Et donc du coup, la Poste, mais beaucoup d'autres homologues européens ont décidé, pour l'instant, de suspendre l'envoi
envoie de petits colis aux États-Unis. Effectivement, entre 800 et 100 $. 100 $, c'est pour les cadeaux particuliers. Il y a une restriction. Donc voilà, c'est pour l'instant, on va voir. Mais oui, c'est l'entrée directe. Ça y est, on rentre dans le dur. Enfin, on y était déjà, parce que les droits de douane à 10% s'appliquaient déjà, en fait. Donc il y a déjà. Mais voilà, c'est une étape de plus dans l'entrée dans le dur de ce nouveau monde dans lequel on arrive, qui est un monde où on rompt après des périodes de grande ouverture des échanges internationaux. Je le disais, effectivement, il y a 80% des envois faits par la Poste vers les États-Unis qui sont pour les entreprises. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut craindre des conséquences économiques et un ralentissement économique pour la France suite à cette mesure ? Alors, conséquence sur la croissance française, peut-être pas, mais c'est un élément de plus perturbateur pour toutes les entreprises qui sont exportatrices vers les États-Unis. Alors, la France n'est pas le pays le plus impacté en Europe. Mais enfin, évidemment, on va être impacté et les entreprises françaises vont être impactées par ce biais-là, puisque effectivement, majoritairement, ça va concerner, enfin très majoritairement, vous rappeliez le chiffre de 80%, 80% de ces envois, c'est fait par des entreprises qui exportent en utilisant les services de la Poste. C'est ça qui se passe. Alors, il y aura quelques exceptions sur des envois avec soit des sociétés privées, soit en express. Bon, voilà. Donc, mais oui, ça va être une difficulté supplémentaire pour les entreprises françaises, sachant que cette histoire de droits de douane, il y a deux grandes victimes. Les entreprises exportatrices qui perdent en compétitivité, avec en plus $, des effets sur la monnaie qui sont très forts. Et puis deux, il ne faut pas l'oublier, ce sont les consommateurs américains qui, eux, vont voir probablement monter l'inflation, parce qu'il est vraisemblable que le pari incroyable que fait Trump sur cette histoire de droits de douane se traduise quand même par une très forte inflation. On ne peut pas du jour au lendemain relancer l'industrie américaine et imaginer que la production américaine va remplacer toutes les exportations. Bertrand Galichet, est-ce que c'est la semaine du renoncement européen? On voit que les taxes seront maintenues effectivement sur le vin, qu'il n'y aura pas d'exemption. Est-ce que c'est la semaine où finalement, aux yeux du monde, plus que jamais, l'Europe apparaît comme un nain diplomatique face aux géants américains? Alors, ça n'est pas du tout l'analyse que fait par exemple le commissaire européen au commerce, Monsieur Šefčovič, qui explique que finalement l'Europe s'en sort bien. On est à 15% de taxes et que on est pratiquement parmi les institutions, je dis pas les pays, mais qui sont les moins taxés, pardon, pour l'ensemble du monde. Sauf qu'on n'était pas à 15% avant. Alors, on n'était pas du tout à 15%. Et là, surtout, mais cela dit, quand on regarde quand même, quand on compare, il n'a pas complètement tort. Quand on compare avec beaucoup d'autres pays, on est quand même à un niveau qui est relativement modeste. Bon, vous savez, l'exemple de la Suisse, 39%. Alors, il y a effectivement les Britanniques, mais ils avaient un taux résiduel avant. Donc, finalement, c'est pas si bien pour eux. En tout cas, il y a effectivement cette pression supplémentaire. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'elle s'ajoute à une menace qui est, elle, peut avoir des conséquences très fortes. C'est le taux du dollar. Aujourd'hui, pour 1 euro, vous avez $1,17. C'est-à-dire que pour le consommateur américain, les produits européens sont déjà extrêmement chers et c'est vraiment une punition supplémentaire pour les exportateurs français. Alors dans cette négociation, justement, on va rejoindre quelqu'un qui connaît bien la psychologie de Donald Trump, Jean-Luc Demarty. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien directeur général du commerce extérieur et de l'agriculture à la Commission européenne. Vous le connaissez bien parce que vous avez négocié avec lui en juillet 2018. Est-ce que finalement la position de Donald Trump aujourd'hui, sa volonté de ne rien lâcher, vous étonne ? Non, pas du tout. C'était tout à fait prévisible. Je crois que, personnellement, je pense que l'Union européenne a fait une erreur stratégique en n'appliquant pas immédiatement, en avril, des rétorsions massives. Et je pense que ça aurait été une autre partie. Trump aurait été obligé de reculer. Bien sûr, il y aura une guerre commerciale quelques semaines.
Alors pourquoi l'Union européenne n'a pas fait ce choix? Premièrement, il y a eu une peur de la guerre commerciale de la part des dirigeants, mais aussi des grands patrons du business qui n'en voulaient absolument pas. Et on craignait aussi que ceci amène un changement d'attitude de Trump et que Trump abandonne l'Ukraine. Personnellement, je pense que cette analyse est plutôt erronée parce que je pense que de toute façon, Trump finira par abandonner l'Ukraine, au-delà des palinodies qu'on constate encore aujourd'hui. Alors le choix qui a été fait, c'est de négocier, et donc de négocier sur les bases de Trump. Et pourquoi et le choix stratégique qui peut aussi se défendre, qui n'est pas le mien, consistait à avaler les taxes de 10% de Trump en échange d'un accès correct aux produits sous sécurité nationale, c'est-à-dire les voitures, le pharmaceutique, les semi-conducteurs, le bois, etc. L'acier est dans une situation un peu différente, qui se voyait appliquer des droits de douane prohibitifs. C'était ça le calcul, qui peut aussi se défendre. Psychologiquement, comment on négocie avec Donald Trump? C'est quoi la négo avec Donald Trump? Une négociation avec Donald Trump, je veux dire, c'est une négociation comme les autres, d'une certaine manière. Parce qu'il y a d'abord une pré-négociation avec les gens en dessous de lui, au niveau technique, au niveau politique. Et comme tout dirigeant, après, la négociation se finalise. Et c'est ce qui s'est passé à Thornbury entre Trump et von der Leyen. Ça a été une finalisation d'une négociation qui avait été préparée. D'ailleurs, dans la préparation, je vous signale qu'il y avait normalement une exemption pour les spiritueux et qui a disparu, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, en réalité, le problème principal, c'est que Trump n'a aucun principe et qu'il viole tous les engagements internationaux des États-Unis. Les tarifs qu'il applique sont des tarifs qui sont en réalité des tarifs illégaux en termes de droit international, pas illégaux en termes de droit américain. Encore qu'il y a une question sur les tarifs réciproques, puisque une cour américaine l'a condamné pour le moment à ce sujet. Et donc, en réalité, c'est une négociation comme les autres, mais avec quelqu'un auquel on ne peut pas tellement avoir confiance, et qui ne va pas forcément tenir ce qu'il va promettre. Jean-Gabriel Attali, on peut encore le faire plier, Donald Trump? Alors, on a vu déjà qu'il a plié d'une certaine manière, hein, puisque les tarifs au début étaient à des niveaux stratosphériques par rapport à ce que finalement... Oui, mais aujourd'hui, en Europe, on dit 15% finalement c'est bien, alors qu'on n'était pas à 15%. Il a réussi son coup. Oui, parce qu'en fait, c'est une technique de négociation qu'il tire depuis très longtemps. En fait, on sait très bien... L'art du deal, il avait écrit un livre. Alors, c'est plus que l'art du deal, d'ailleurs, c'est le fait de paraître passer pour un fou, hein. C'est ce que faisait Nixon. C'était une stratégie qui avait été mise en place par Nixon il y a longtemps. Que faisait Nixon? Exactement ça, en fait. Il était déterminé, enfin, il montrait qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout, notamment, je sais pas, l'utilisation d'armes nucléaires ou de choses comme ça. Trump est à peu près pareil. C'est pas dit qu'il le ferait, mais en tout cas, il explique qu'il peut monter les droits de douane à 100, 150, 200, 300%. Et in fine, tout le monde est content de signer à 15%. C'est ça qui se produit. On voit bien que l'Europe se félicite de cet accord-là. La France, un petit peu moins, parce qu'on espérait une exemption notamment sur les vins spiritueux. Mais finalement, lorsque vous regardez les réactions, tout le monde a l'impression de plutôt bien s'en sortir par rapport à ce qui était annoncé au départ. C'est un peu mon sentiment. Bertrand Galichet, la France avait dit que c'était pas un accord satisfaisant. Mais c'est quoi la suite? Ce sont des mots. Derrière les actes, c'est quoi? Est-ce que la France est en mesure de faire bouger quelque chose alors que l'Europe, finalement, a dit on s'en sort pas mal? Ça paraît compliqué. Je pense que les voix qui s'élèvent au sein du gouvernement et au sein du parti présidentiel pour dire c'est pas fini, la partie n'est pas complètement jouée, on peut encore négocier, c'est plutôt à des fins de politique intérieure et pour essayer de rassurer au fond cette filière. En réalité, on voit pas très bien comment, face, je dirais, au rouleau compresseur des États-Unis, on arriverait à négocier sur ce point, en sachant quand même que les viticulteurs ont déjà absorbé un certain nombre de difficultés à la fois administratives et aussi en matière, j'en parlais tout à l'heure, de hausse du dollar, qui les fragilise forcément. Donc il faudra peut-être revenir à des solutions qui ont déjà été utilisées par le passé, c'est-à-dire qui vont finalement coûter cher aux contribuables français pour aider cette filière de la viticulture, pour qu'elle tienne le coup jusqu'à ce que peut-être quelque chose se débloque. Mais pour l'instant, il n'y a aucune perspective de changement de ce niveau de taxe pour les c'est un échec, viticulteurs. Sinon d'Emmanuel Macron, en tout cas de la diplomatie française, qui avait dit on ne se satisfera pas de ce niveau de taxe. Alors, c'est aussi pour ça, je pense que le message qui est passé maintenant, c'est de dire c'est pas fini. Mais c'est de la politique, en fait. C'est de la politique, c'était un peu pour gagner du temps. Et là,
Peut-être va-t-on faire des démarches directement auprès de Washington. Les Français vont peut-être aller faire un saut au ministère américain du Commerce pour essayer de trouver un modus vivendi, mais avec des chances de réussite qui sont extrêmement faibles. Comment expliquer que d'autres pays ont pu trouver des accords? Par exemple la Grande-Bretagne, là où les Européens n'y sont pas parvenus. Commissaire européen, l'ancien commissaire européen Thierry Breton dit c'est parce que les Britanniques se sont comportés en politique. Ils ont envoyé des politiques négocier et pas des fonctionnaires. Bon alors après oui c'est de la négociation politique, je sais pas vraiment si les Britanniques ont tenu beaucoup mieux que ce qu'ont obtenu les Européens, mais pour en revenir au cas de l'Europe en tout cas, on voit bien que parler d'une seule voix, ça a des handicaps pour certains pays puisque l'Europe n'est pas monolithique. La France par exemple est plutôt en déficit commercial avec les États-Unis et lorsqu'on parle du secteur spécifique du vin, puisqu'on en parlait juste avant, le premier marché du vin au monde c'est les États-Unis, premier marché de consommation, et puis la France est le premier exportateur mondial, hein, donc on voit bien que c'est très impactant pour ce secteur-là qui est le deuxième poste d'exportation français. Donc on comprend que ça va avoir un impact sur l'économie française et pas du tout sur les autres économies européennes. Et je rajoute à ça que le secteur du vin, évidemment, est un secteur qui est non délocalisable. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour des gens qui produisent du Bordeaux d'aller produire aux États-Unis, c'est évidemment impossible. Alors que lorsque vous êtes en pharmaceutique ou dans d'autres secteurs, vous pouvez tout à fait installer une usine sur place et justement vous affranchir des droits de douane. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'espère Donald Trump avec ces tarifs-là aussi, que certaines entreprises, notamment les automobiles allemandes, viennent s'installer ou viennent développer encore plus d'usines sur le sol américain.